On est là? C'est parfait. Alors, merci d'être venu encore à cette conférence mensuelle de la SAF. Je en profite pour vous souhaiter de joyeuses Pâques. J'ai pas pu résister à faire un œuf de Pâques cosmologique. Que tous les prix Nobel qui ont participé au CMB me pardonnent. Alors, on passe à la suivante. Alors, je vous donne, comme d'habitude, quelques informations sur le prochain programme. Donc, la prochaine fois, ça sera le 9 mai, et nous accueillerons notre ami Daniel Kuhn. Vous savez, probablement beaucoup d'entre vous participent aussi aux séances de l'IAP, et il va nous parler d'un sujet qu'on aborde généralement très peu souvent, et que moi, personnellement, je ne favorise pas trop, mais je pense qu'une fois tous les 10 ans, on peut en parler, sur l'astrologie. Est-ce que c'est une imposture? Moi, j'ai ma réponse. Pardon? D'accord. Et la dernière séance, ça sera une soirée spéciale de nos amis de Nancy, des archives de Poincaré, et on parlera justement du centenaire de la mort de Poincaré, et il y aura d'ailleurs aussi notre ami Jean Eisenstein de l'Observatoire de Paris qui sera dans la salle. Alors, je vous signale que je travaille déjà sur les conférences de l'année prochaine. Vous voyez les dates qui sont là, les dates sont fermes et définitives. Jusqu'en octobre, c'est déjà réservé. Ensuite, je peux vous annoncer que Étienne Klein et Jean-Pierre Luminet ont donné leur accord donc pour l'année prochaine. Donc, je ne sais pas encore à quelle date. Alors, la prochaine... voilà les prochaines conférences intéressantes. Alors, exceptionnelle, Cédric Villani, qui est médaille Fields, ça veut dire prix Nobel de mathématiques, qui va donner une conférence. Alors, ce sera pas le mardi 1er mai, puisque vous savez, l'IAP, c'est tous les premiers mardis du mois. Exceptionnellement, ça sera le mercredi 2 mai, et ça sera à l'amphithéâtre Farabeuf, rue de l'École de médecine. Il y a 500 places. Inscrivez-vous, je pense que c'est pas encore complet. Il y en a qui ont l'information. C'est complet déjà? Bon, moi je vous donne un conseil, présentez-vous quand même, parce que pour Perlmutter, c'était complet. L'amphithéâtre de 500 personnes, ils en ont fait rentrer 800. Donc, ne vous découragez pas. Pour nos amis de la SAF et de la commission de cosmologie, ou ceux qui sont intéressés par la cosmologie, Gilles Cohen-Tanucci, qui était venu nous voir il y a 2 mois, ici, dans cette salle, vient parler un peu plus technique et nous parler de la longue traque et la longue chasse du boson de Higgs. Je crois que ça sera très intéressant. C'est le samedi 5 mai. Page suivante. Oui, ça on l'a vu. Alors, journée des commissions. Ne pas oublier la journée des commissions de la SAF le samedi 12 mai. Faut vous inscrire. Vous envoyez un mail à Elisabeth Sablé. Et oui. Alors, je vous rappelle les sites internet où vous pouvez trouver les comptes rendus et les présentations des conférenciers. Mais vous commencez à savoir ça par cœur. La suivante. Et ce soir, on a donc le plaisir d'accueillir Suzy Collin de l'Observatoire de Paris-Meudon, du LUT d'ailleurs. Je crois qu'on peut dire que vous êtes en LUT. Voilà. Alors LUT, ça veut dire laboratoire, univers et théorie. Voilà. Votre grande spécialité, c'est les trous noirs. L'environnement des trous noirs. Je vais vous passer. Mais ce soir, vous nous parlez d'un sujet presque philosophique sur l'univers, hasard ou nécessité. Alors, on va voir. Je voulais juste vous signaler, comme vous voyez, il y a notre ami ici qui filme en vidéo cette conférence, comme la dernière conférence aussi. Et ces vidéos, vous pouvez les retrouver sur le net. Alors, la vidéo précédente, je vous ai marqué l'adresse ici, pour ceux qui veulent voir.
mais je l'ai incluse dans mon compte-rendu de la conférence de Hervé Doll. Donc, si vous allez dans les 3 premières lignes, vous cliquez dessus et vous tombez sur les vidéos de monsieur. Voilà. Alors, je passe la parole à Suzy Collin. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Bon, alors, merci beaucoup de m'avoir invité et merci d'être venus si nombreux écouter cette conférence dont le titre vous est peut-être apparu un peu énigmatique. Ceux qui ont lu il y a maintenant 40 ans Le hasard et la nécessité, ce livre merveilleux de Jacques Monod, savent, ont deviné que j'allais parler de la vie dans l'univers. Alors pas du tout du point de vue de la biologie, bien entendu, mais du point de vue de la cosmologie. Alors je vais peut-être changer, hein, parce que je m'aperçois qu'on est toujours sur votre... Ah oui. Peut-être que j'en sorte. Excusez-moi, voilà. Oui, voilà. Bien. Alors, donc, je vais en fait poser la question pourquoi y a-t-il de la vie dans l'univers? Pourquoi y a-t-il de la vie dans l'univers? Alors, c'est une question qui a une odeur un peu sulfureuse et elle n'est pas aimée en général des scientifiques. Mais vous allez voir que j'essaie d'y répondre d'une façon scientifique et justement, je vais vous montrer que tout le monde ne répond pas à cette question de la même façon. Bien. Alors, il faut vous dire d'abord que je ne suis pas particulièrement habilitée à vous parler de ce sujet, parce que je ne suis pas moi-même une spécialiste, je ne parle pas assez près du micro. Non, mais vous pourriez vous avancer peut-être pour la caméra. Voilà. Oui, mais alors je vais... Ah, je crois que vous aviez une télécommande. Oui, je ne sais pas si elle va marcher. Bon, on va voir. Oui, alors je ne pourrais pas... je ne suis pas une spécialiste de cosmologie. Comme vous avez vu, mon livre en particulier, c'est pas sur des questions de cosmologie. J'y ai fait une petite incursion dans ma vie il y a une trentaine d'années. Mais enfin, j'ai lu des articles de cosmologie et je sais un petit peu de quoi il s'agit. Par contre, je ne suis pas du tout une physicienne qui travaille sur les grandes théories dont je vais vous parler à la fin de mon exposé. Mais je pense que on peut parler tout de même de choses, même quand on n'a pas travaillé sur le sujet, à condition de prendre des précautions et de bien savoir ce qui est spéculatif et ce qui ne l'est pas. Voilà. Donc, d'abord, je vais vous donner donc le plan de mon exposé. Ce sera les motivations qui m'ont conduit à vous parler de ça, les faits, les interprétations, et puis très rapidement une petite conclusion. Alors, la motivation, univers, donc hasard ou nécessité, eh bien, l'une de mes motivations, c'est parce que c'est un sujet qui est très débattu en ce moment. Et vous allez voir pour quelles raisons il est très débattu. Alors, très curieusement, en France, ce n'est pas un sujet, comme je vous l'ai dit, qui est beaucoup aimé, mais par contre, il est très aimé dans les pays anglo-saxons, dans lesquels il est né d'ailleurs, il y a presque un siècle, où on a commencé à se poser ce genre de questions, et en particulier le grand physicien d'Irak, celui qui a en quelque sorte inventé, prédit l'antimatière, s'est posé le premier ce genre de questions. Donc je ne vais pas vous parler des questions qu'il a posées parce que maintenant elles sont un petit peu dépassées, mais pour vous montrer que, en particulier dans les pays anglo-saxons et en Grande-Bretagne, c'est un sujet qui est très abordé. Alors, il est aussi en ce moment très débattu. Vous allez voir, à la fin, je vais vous donner une liste de lectures à faire si vous avez envie de vous documenter sur le sujet. Et vous allez voir qu'il y en a énormément. Il sort, je dirais, des dizaines de papiers, d'articles par an, des dossiers en permanence. Hier j'ai reçu la recherche, par exemple, et j'ai constaté qu'il y avait encore un dossier sur le sujet dans la recherche. Donc vous voyez que c'est un sujet qui est très abordé, au moins dans les médias. Il est très mal compris, et justement, je m'en suis rendu compte en particulier à l'occasion d'un article que j'avais écrit avec ma collègue
dans l'astronomie du dernier mois, pour lequel, visiblement, peut-être nous avions donné un titre un peu trop provocateur, qui était « Le principe copernicien doit-il être remis en cause ?» Mais, en tout cas, si on lisait l'article, on voyait que nous n'étions pas du tout favorables à des interprétations spiritualistes, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qu'on peut en faire. Alors, justement, certains scientifiques ont ces déviations spiritualistes. Je vais vous en parler plus tard. Et je vous ai déjà dit qu'il y a beaucoup d'articles et de livres qui sont publiés sur le sujet. Actuellement, depuis 2 ans, je crois que j'ai compté une dizaine de livres sur le sujet. Bien. Alors, une deuxième motivation, c'est que, vous le savez tous, au siècle dernier, c'est-à-dire au XXe siècle, puisque nous sommes au XXIe, la science, la physique en particulier, a subi 2 grandes révolutions. Et ces 2 grandes révolutions ont complètement modifié la façon dont nous percevons à la fois l'univers et la matière. Alors, les 2 révolutions, je vous les rappelle quand même, mais vous les connaissez. L'une, c'est celle qui concerne l'infiniment petit, c'est la naissance de la mécanique quantique. Et la mécanique quantique a introduit l'indéterminisme, la dualité entre les ondes et les corpuscules, les photons de lumière pouvant être soit perçus comme des ondes, soit perçus comme des particules. Et puis, il en est de même d'ailleurs pour les vraies particules. Les champs ont remplacé les particules, justement, et on a découvert au siècle dernier 2 nouvelles forces qui se sont rajoutées aux 2 forces précédemment connues, qui étaient la gravitation et la force électromagnétique, et on a découvert la force nucléaire forte et la force nucléaire faible au cours de ces 50 dernières années à peu près. Bien, et d'ailleurs on a commencé aussi à unifier ces forces, et je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. Alors maintenant, jusqu'à l'infiniment grand, naturellement, c'est la relativité générale qui nous a permis de comprendre l'expansion de l'univers, qui nous a permis de comprendre qu'il avait une dimension absolument gigantesque, et puis qui a aussi inventé, qui a prédit les trous noirs qu'on observe maintenant, dont on est particulièrement sûr qu'ils existent, et dont Einstein, d'ailleurs, très curieusement, n'a jamais vraiment voulu accepter l'existence. Bien, alors ces 2 révolutions nous ont conduit à remettre vraiment notre bon sens complètement en cause, parce que on peut dire que des choses comme par exemple la dualité onde-corpuscule ou bien la relativité de l'espace et du temps, tout ça, ce ne sont pas des notions qui nous sont bien naturelles. Et de façon générale, la physique fait souvent appel à des notions qui vont contre le bon sens. Le simple fait que le Soleil ne tourne pas autour de la Terre, mais que ce soit la Terre qui tourne autour du Soleil, c'est déjà quelque chose qui n'est pas évident. Et d'ailleurs, je crois qu'un test avait montré il y a une vingtaine d'années que la moitié, enfin, il y avait encore une grande majorité de Français qui pensaient que c'était... je le bouge trop, c'est ça? Non, plus près de la bouche. D'accord. Alors, qui pensaient que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre. Bon, alors, actuellement, il y a plusieurs défis très importants qui se présentent à nous, qui sont des défis théoriques. Le plus grand du point de vue de la cosmologie et du point de vue de la physique, c'est ce qu'on appelle la quantification de la gravité, dont je vais vous parler dans un instant parce qu'elle a une très grosse importance pour la cosmologie. Le deuxième défi, c'est un défi observationnel, je parle de cosmologie, hein. C'est un défi observationnel, c'est de comprendre ce qu'on a découvert, qui est ce qu'on appelle la matière noire, et une autre entité qui est l'énergie noire ou l'énergie sombre. Alors, comme vous êtes des passionnés d'astronomie, je suppose que vous en avez tous entendu parler, et je ne vais pas revenir là-dessus, mais les défis qui sont maintenant posés aux théoriciens, c'est de comprendre ce que sont ces 2 concepts, qu'on observe sous des formes très très claires, voir par exemple les 2 prix Nobel dont M. Permuter, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui justement ont découvert par exemple l'accélération de l'univers, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'énergie noire. Donc il ne faut pas refuser de se poser des questions qui soient radicalement nouvelles, parce qu'il est clair que c'est seulement dans un domaine
complètement nouveau qu'on va réussir à trouver des réponses à ces questions. Alors maintenant, les faits. Alors avant d'introduire les faits, les questions que je vais me poser, je vais faire un petit rappel de cosmologie. Et d'abord, cosmologie primordiale, univers primordial. Alors là, vous allez peut-être pousser tout de suite des hurlements parce que c'est un graphique très compliqué. Je l'ai mis exprès pour que ceux qui ont envie de l'étudier par la suite puissent y trouver toutes les informations dont ils ont besoin parce qu'il est assez riche en informations. Mais moi, je vais me contenter de vous parler de simplement ce qui est à gauche. Alors, c'est un graphique que vous avez déjà vu, certainement, qui représente l'expansion de l'univers en fonction du temps, sous la forme d'une cloche. Et là, c'est seulement la première partie de la cloche, puisque l'univers primordial, en fait, il s'arrête ici. Ici, exactement, à 3 minutes après le Big Bang. Le Big Bang, dont, pour le moment, on ne sait pas ce que c'est réellement. Alors, après le Big Bang, s'il y a Big Bang, ce qui n'est pas du tout sûr maintenant, il se présente une ère qu'on appelle l'ère de Planck, dans laquelle j'ai mis 3 points d'interrogation pour bien signifier qu'on ne sait absolument pas ce qui s'y passe, puisque c'est un moment où l'univers est tellement condensé que même la gravité, je crois qu'il y a 10 puissance 96 grammes par centimètre cube à ce moment-là dans l'univers, même la gravité devient quantique. Donc, pour le moment, comme il n'existe pas de théorie de la gravité quantique, c'est une ère qu'on ne connaît pas du tout. Bien. Alors, là, vous voyez, j'ai marqué, ici en bleu, vous ne les voyez pas bien, parce que je m'aperçois que ce n'est pas très très net, j'ai marqué les températures de l'univers. Pourquoi j'ai marqué les températures de l'univers? Parce que l'univers, dans toute cette période qui va jusqu'à, en fait, 300 000 ans, eh bien, il est à l'équilibre thermique. C'est-à-dire qu'il y a une seule caractéristique, un seul paramètre qui le détermine complètement, c'est la température. Et connaissant la température en fonction du temps, ce qui est facile quand on écrit les équations de la relativité, hein, eh bien, de la relativité et aussi de la physique, eh bien, on est capable de déterminer exactement ce qui se passe dans l'univers à partir du moment où on connaît les caractéristiques des particules, en fait, de ce qui se trouve dans l'univers. Bon, alors, en fait, on ne les connaît pas dans toute cette période-là. Cette période-là, que j'ai appelée Grand Unification Theory, c'est l'ère de grande unification, c'est une période où on ne connaît pas, mais dans laquelle il se produit quelque chose dont on est maintenant presque sûr que ça s'est produit effectivement, ce qu'on appelle l'inflation. Une expansion fulgurante de l'univers qui, en l'espace de 10 puissance moins 32 secondes à peu près, a acquis une dimension 10 puissance 50 fois plus grande que celle qu'il avait au départ. Et cette inflation a permis de résoudre plusieurs grands problèmes, comme par exemple la platitude, ou bien le problème de l'horizon de l'univers. Mais ça, comme je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, je ne vous en parle pas. Il faudrait un exposé sur la cosmologie, que vous avez d'ailleurs certainement déjà eu. Alors, l'univers au départ, maintenant, une fois épandu et ayant commencé une expansion bien plus tranquille, il se trouve fait de photons de lumière, en fait ce sont des photons de très grande énergie, et de particules et d'antiparticules qui interagissent en permanence pour donner des photons de lumière. C'est-à-dire que les photons font naître des particules, et une particule et une antiparticule qui s'annihilent immédiatement pour redonner des photons. Et dans cette soupe, il y a déjà quelques particules qui commencent à apparaître, mais qui sont très très fugaces, qui ne restent pas. Et puis, l'univers se refroidit. Il y a à ce moment-là quelque chose qui va se produire et qu'on connaît bien, c'est le moment où il y a une force qu'on appelle la force électrofaible, qui est l'unification de la force électromagnétique et de la force nucléaire faible. C'est quelque chose qui est tout à fait démontré. Toutes les expériences ont montré que effectivement il y a eu cette unification. Donc elles se séparent toutes les deux et on rentre dans une ère où maintenant il va y avoir des particules qui vont se créer.
Et on arrive à une période, là on commence déjà très bien à savoir traiter le magma qu'est l'univers à cette époque-là, et on rentre ensuite dans une période qui, cette fois-ci, est une période parfaitement connue, toute la physique qui est parfaitement bien connue, et c'est ce qu'on appelle l'ère de la nucléosynthèse, qui va se terminer au bout de 3 minutes, parce que la température est tombée trop bas, elle est tombée à 1 milliard de degrés environ, et c'est au cours de cette ère que vont se former, il y a des protons, il y a des neutrons, il y a des électrons, des neutrinos, et à ce moment-là, il n'y a plus d'antimatière, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'antiparticules, pour une raison qui n'est pas encore expliquée à l'heure actuelle. L'antimatière, les antiparticules, ont disparu entre cette période-là et cette période-là. Alors je vais revenir un tout petit peu là-dessus parce que ça pose un très grave problème. Et maintenant, l'univers primordial est terminé, mais on continue à avoir encore une soupe d'hydrogène et de noyaux d'hydrogène, de noyaux d'hélium, plus des électrons, qui est totalement opaque, parce que le rayonnement ne peut pas la traverser, et qui va devenir brutalement transparente au bout de 300 000 ans, quand la température sera tombée à 3000 degrés, et qu'à ce moment-là, les noyaux d'hydrogène et d'hélium vont se recombiner avec des électrons et vont donner des atomes d'hydrogène et d'hélium qui vont cette fois-ci être transparents, mais ça ne sert pas à grand-chose parce qu'il n'y a absolument rien dans l'univers qui se soit formé à cette époque-là, et jusqu'à une période qui est à peu près de 1 milliard d'années, il n'y aura rien. C'est ce qu'on appelle les âges sombres de l'univers. Disons, c'est 500 millions d'années plutôt que 1 milliard. Voilà, donc ça, c'est l'univers primordial. Alors, l'univers primordial, comme je vous l'ai dit, il a la capacité de fabriquer de l'hélium et de l'hydrogène, ainsi que les autres éléments qu'on appelle les éléments légers. Juste après le Big Bang, et tout s'arrête au bout de 3 minutes parce que la température est tombée trop bas. Alors, là, c'est pas la peine de regarder ça en détail, si vous voulez, vous l'aurez. C'est pour vous montrer simplement que pour former un noyau d'hélium, il faut avoir formé un noyau de deutérium, puis c'est assez compliqué, vous voyez une réaction qui conduit à de l'hélium 3, puis deux atomes d'hélium 3, noyaux d'hélium 3 fusionnent pour donner un noyau d'hélium 4 en éjectant des protons. Vous voyez que ce sont des réactions qui sont assez compliquées, qui se produisent, et ce que je vous montre ici, c'est l'abondance des différents éléments à la fin, au bout de 3 minutes, et vous voyez, c'est les protons, c'est l'hélium, c'est le deutérium, ça c'est l'hélium 3, hein, qui est assez important dans l'univers parce que ça permet en particulier de déterminer des caractéristiques importantes de l'univers, comme la quantité de matière normale, et vous voyez qu'à 3 minutes, eh bien, plus rien ne se passe pour ces éléments. Et ils vont rester pratiquement jusqu'à maintenant sans être transformés, sans être changés. Les abondances vont être un petit peu changées par ce qui se passe dans les étoiles, mais pas beaucoup. Bon, alors, vous remarquerez quand même que pour que l'hélium soit formé, il faut des protons et des neutrons. Pour qu'il y ait des protons et des neutrons, il faut des quarks. Les quarks, c'est les particules les plus élémentaires qu'on connaisse. On ne les connaît d'ailleurs pas séparément. Et il faut qu'il y ait absolument eu un excès de quarks sur les antiquarks. Pourquoi? Parce que sinon, eh bien, immédiatement, particules et antiparticules s'annihileraient pour donner du rayonnement. Donc, pour qu'il y ait de la matière, il faut que les antiparticules, l'antimatière, aient disparu. Bien. Alors maintenant, je pose la question, que faut-il pour avoir un univers vivable? Par vivable, j'entends quelque chose de très simple, c'est-à-dire quelque chose qui est capable de se reproduire, puisque je crois que c'est à peu près la définition qu'on donne à la vie, et par conséquent, il faut des molécules complexes. Les molécules complexes ne peuvent pas se fabriquer à partir de l'hélium et de l'hydrogène. Donc, elles ne pourront pas se fabriquer avant que se forment les étoiles qui, elles, vont être capables de fabriquer, de synthétiser des éléments plus lourds,
que l'hydrogène et l'hélium. Donc il faut en fait que des éléments comme le carbone ou plus lourds soient arrivés à être synthétisés. Bon, alors on va revenir là-dessus dans un moment, mais maintenant on va repasser à la cosmologie après les 3 premières minutes. Et là, de nouveau, je vous montre ce graphe qui représente donc le temps et l'espace, et je repars de l'ancien, alors toujours en logarithme naturellement, et je reprends ici au moment, donc l'inflation, il s'est passé des tas de choses ici, et là, on est à 300 000, en fait 400 000 ans après le Big Bang, et c'est le moment où l'univers, où les atomes vont, les protons et les électrons vont se recombiner pour donner des atomes, et brutalement, l'univers va devenir transparent, et il va nous envoyer son premier rayonnement, et ce premier rayonnement, on l'appelle rayonnement cosmique, fossile, enfin il y a plusieurs rayonnements diffus du ciel, etc. Moi je vais l'appeler, excusez-moi, mais il s'appelle Cosmic Microwave Background, parce qu'on l'observe dans le domaine radio, c'est le rayonnement qu'on appelle à 3 degrés Kelvin, et donc pour simplifier, CMB. Je vais l'appeler comme ça pendant tout le reste de mon exposé. Bon, alors, vous voyez les choses qui se produisent et que j'ai entourées d'étoiles, que j'ai entourées ici, c'est les premières galaxies qui vont se former, les premières étoiles se forment, bon, à peu près 400 millions, 500 millions d'années après le Big Bang, et les premières galaxies se forment à peu près 1 milliard d'années après le Big Bang. Elles évoluent, et ici, vous voyez apparaître quelque chose qui est appelé, parce que ce graphe est en anglais, excusez-moi, Dark Energy, c'est l'énergie noire, et c'est le fait que, brutalement, l'univers commence à s'épandre de plus en plus rapidement. Donc, on va revenir sur cette énergie noire qui est l'accélération de l'univers. Bien, alors, maintenant je reviens 1 minute sur le fond cosmologique qui a deux propriétés très importantes. D'une part, il est incroyablement homogène, mais il a tout de même des fluctuations. Alors, voilà le fond diffus cosmologique tel qu'on le verrait si on n'amplifiait pas terriblement les fluctuations. Tel que, par exemple, le dernier satellite qu'on a envoyé, l'avant-dernier, qu'on appelle WMAP, le verrait, mais ce que vous avez l'habitude de voir, parce que je suppose que vous avez vu dans la littérature, ces espèces d'ellipses qui représentent les 360 degrés du ciel et qui vous montrent, en amplifiant cette fois-ci par un facteur 100 000 les fluctuations, qui vous montre la première image qu'on a eue du fond du ciel avec ces fluctuations avec le satellite COBE en 1992 et la deuxième image avec le satellite WMAP en 2001. Et cette image date en fait de plus tard que 2001. Donc, il y a des questions. Si vous voulez poser des questions, hein, interrompez-moi. Non, je croyais que je... Bon, très bien. Alors, vous voyez là l'extraordinaire amélioration de la résolution spatiale, naturellement, entre les deux images. Hein. Bon, alors, ces fluctuations qu'on voit ici, elles sont terriblement riches d'informations parce qu'on a leur distribution, on a leur intensité, on a des pics, justement, dans leur longueur d'onde, et tout ça donne des quantités énormes d'informations sur ce qui s'est passé sur l'univers à ce moment-là, où il était, comme je vous ai montré, particulièrement homogène. Bien, alors justement, à partir de ça, eh bien, on a pu construire à partir donc du CMB, mais de plusieurs autres observations aussi, on a déduit ce qu'on appelle le modèle de concordance de l'univers, qui est représenté ici par deux variables. Une variable, c'est oméga lambda, je vais vous dire tout de suite ce que c'est. Une autre variable, c'est oméga m. Et ce que vous pouvez constater, c'est que toutes les observations qu'on fait convergent vers ce point qui est ici, pour lequel oméga lambda a une valeur d'à peu près 3/4 et oméga m une valeur
à peu près un quart. Alors, qu'est-ce que c'est oméga lambda et oméga m? Eh bien, oméga, de façon générale, c'est l'habitude qu'on a prise en cosmologie, c'est de représenter la densité, c'est-à-dire la quantité, la masse par unité de volume, en fonction de ce qu'on appelle la densité critique. Qu'est-ce que c'est la densité critique? La densité critique, c'est la densité pour laquelle l'univers ne serait ni courbé positivement, ni courbé comme une hyperbole ouverte, ni fermé, il serait plat. Et donc, on représente la densité, on la rapporte à cette densité critique. Et qu'est-ce que c'est? Oméga m, c'est la densité de matière, et oméga lambda, c'est la densité d'énergie noire, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire, on l'appelle lambda parce qu'on avait appelé lambda dans le temps une constante cosmologique qu'on a supprimée des équations d'Einstein et qu'on vient de remettre maintenant et qui a de tout temps été écrite lambda. Alors, on est capable maintenant de déterminer avec beaucoup de précision la quantité, ce qu'on appelle ça le camembert cosmique, la quantité d'énergie noire qui compte, parce que c'est de la matière et l'énergie c'est la même chose, mais en l'occurrence, cette énergie, elle est répulsive, et cette énergie et cette matière ici, elle est attractive à cause de la gravité. Bon, alors, donc, ici, dans ce camembert, vous voyez que l'énergie noire représente à peu près les 3 quarts en masse de l'univers, et la matière représente à peu près 1 quart. Et dans la matière, cette énorme quantité-là, c'est ce qu'on appelle la matière noire, c'est-à-dire une matière qui n'est pas une matière ordinaire comme cette table, une matière comme on dit baryonique, c'est une matière qui est faite de particules qui n'interagissent pas, qui ont cette particularité de n'être sensibles qu'à la gravitation. Et le gros problème qu'on a actuellement, comme je vous l'ai déjà dit au début, c'est de déterminer quelle est la nature physique de cette énergie noire et la nature physique de cette matière noire qui, à elles deux, font à peu près 95% de la masse de l'univers. Le reste, comme vous pouvez voir, en particulier les étoiles et les galaxies, représentent un tout petit morceau de à peine 0,5% de la masse de l'univers. Et le reste, c'est du gaz, c'est des neutrinos et c'est du rayonnement. Voilà. Donc, on a passé maintenant, je vous ai montré ces déterminations-là, qui sont toutes tirées de différentes expériences, pas seulement du corps noir cosmologique, mais de beaucoup, comme par exemple de beaucoup d'autres observations, comme les lentilles gravitationnelles, comme ce qu'on appelle les oscillations baryoniques, enfin, tout un ensemble d'observations qui convergent toutes vers ces valeurs-là. Alors, on peut déterminer, alors je vous ai donné quelques paramètres qu'on détermine, mais il y en a d'autres. On détermine que la densité totale de l'univers, c'est-à-dire la densité de matière plus la densité d'énergie noire, eh bien, elle est pratiquement égale à 1, c'est-à-dire que l'univers est quasi plat, ou peut-être complètement exactement plat, mais on n'en sait rien pour le moment parce qu'il y a encore une incertitude de 1% sur cette valeur. La deuxième chose qu'on connaît aussi maintenant assez bien, c'est la constante, ce qu'on appelle la constante de Hubble, c'est-à-dire l'expansion de l'univers dans notre voisinage, localement, 71 km par seconde et par mégaparsec. On connaît assez bien aussi à quelques 0,2 environ l'âge de l'univers, à 13,7 milliards d'années. Et on sait que la répulsion due à la matière noire est devenue supérieure à l'attraction due à la matière il y a 7 milliards d'années, ce qui a entraîné l'accélération de l'univers. Et je vous ai pas dit... Oui, je vous en prie. Oui, vous avez montré la matière noire, vous avez montré le camembert cosmique, vous avez dit la matière noire, celle d'oméga lambda, elle est répulsive. Je peux vous demander, elle est répulsive vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de la matière, du reste de la matière, ou les deux? Par rapport à la gravité, la gravité, c'est une force attractive, et cette énergie noire, c'est une force répulsive. Elle se repousse elle-même, elle repousse le reste. Elle repousse l'univers. Elle repousse
n'importe quelle autre forme, n'importe quelle forme d'énergie? De matière, oui. C'est comme une pression, en fait. C'est une pression, c'est exactement une pression qui est négative. Antigravitationnel. Antigravitationnel. Oui, je crois qu'on n'aime pas trop dire ce mot-là, mais enfin, on peut dire ça. L'antigravité, si vous voulez, oui. Est-ce que ça correspond à une densité d'énergie-matière négative? Ça correspond à une densité d'énergie-matière qui n'est pas négative, mais à une pression qui est négative. C'est-à-dire que la pression est le signe contraire de la densité, alors que ce n'est pas le cas normalement. P égale moins ρ, si vous voulez. Si vous voulez. Ça déroutant. Qui peut rien. Qui peut rien. Je ne vois pas comment ça va rentrer dans les équations si ça correspond à l'énergie qui a le même signe que l'énergie. Non. De la... Oui, pardon. L'énergie a le même signe, mais la pression a un signe contraire. La pression est égale à moins l'énergie, si vous voulez. Je vous renvoie à Wikipédia, si vous voulez, concernant la matière noire. Les équations sont écrites et elles sont très simples. C'est ρ, P égale moins ρ au lieu d'être P égale ρ. C'est l'énergie en joule. La matière qui forme l'énergie en joule par E égale cette énergie, c'est ce qu'on appelle l'énergie en joule. Oui, enfin l'énergie du vide. Bon, j'allais en parler un peu plus tard. On peut peut-être conserver les questions pour la fin, parce que je pourrais faire circuler le micro, ça sera plus agréable pour tout le monde, et surtout pour la vidéo. D'accord. Bon, alors, il y a d'autres résultats qui viennent aussi des observations. Et alors, un résultat très important, on appelle ça Q, c'est l'intensité relative moyenne des fluctuations, ce que vous avez vu tout à l'heure en vert et rouge, hein, ces fluctuations, leur intensité moyenne est de l'ordre de 1 100 millième. Hein. Ça, je vous l'avais montré, je vous avais dit qu'elles étaient amplifiées par un facteur 100 000. Or, ce qui est très important, c'est que c'est à partir de ces fluctuations que la gravité, justement, commence à jouer pour former des structures dans l'univers, c'est-à-dire les galaxies, les amas de galaxies, les étoiles. Donc, ce facteur Q, vous allez voir tout de suite qu'il a une très grosse importance et que sa valeur, en particulier, est très très finement ajustée. Alors, encore un nombre très important, le rapport du nombre de photons au nombre de noyaux. Ce nombre de photons est bien plus grand que le nombre de noyaux, c'est-à-dire qu'il y en a 1 milliard de fois plus, ce qui signifie qu'il y a eu un seul atome d'antimatière qui est resté par rapport à la matière, et sinon, enfin, je vais le dire d'ailleurs dans un instant, on vivrait dans un univers qui serait uniquement des photons, puisque matière et antimatière s'annihilent. Alors, maintenant, revenons sur l'histoire du carbone. Le carbone, je vous ai dit, il n'est pas produit dans l'univers primordial, il est produit dans les étoiles à partir de l'hydrogène et de l'hélium, et il est ensuite disséminé dans l'espace par les vents des étoiles massives en fin d'évolution et par des explosions de supernovae. Il faut donc plusieurs générations d'étoiles pour enrichir en carbone l'univers. Donc, le carbone devient abondant seulement plusieurs milliards d'années après le Big Bang. Alors, notons que la nucléosynthèse des autres éléments, plus lourds que le carbone, l'azote, l'oxygène, etc., le fer, nécessite forcément de passer déjà par le carbone. Il faut que le carbone soit formé pour qu'on puisse former les éléments les plus lourds que ça. Bon, alors tout ça, ça signifie que pour que la vie ait pu se développer dans l'univers, ça veut dire que l'univers doit être âgé d'au moins plusieurs milliards d'années déjà. Bien, alors, est-ce que cela entraîne des contraintes sur les constantes cosmologiques dont je vous ai parlé? On va prendre, c'est-à-dire pour avoir un univers vivable, on va prendre la fameuse constante de l'énergie noire. Eh bien, cette énergie noire, vous avez vu qu'elle était égale à 3/4 de, à peu près, la matière-énergie. La matière normale et pas normale.
Mais donc, on peut dire qu'elles sont à peu près égales. Ça signifie qu'en fait, cet oméga lambda doit être très petit, sinon il y aurait eu une accélération beaucoup trop rapide de l'univers. Il aurait démarré son accélération bien avant les 7 milliards d'années où il a démarré. Il a démarré finalement au milieu de sa vie à peu près par rapport à nous. Et heureusement, parce que s'il l'avait démarré au bout de 1 milliard d'années, eh bien nous ne serions pas là, parce que les galaxies, rien n'aurait pu se former, les galaxies ne se seraient pas effondrées, en particulier. La matière ne se serait pas effondrée à partir des fluctuations pour donner des grandes structures, pour donner même des étoiles. Donc on peut en déduire en fait qu'il y a une relation entre Q, donc l'intensité des fluctuations du fond diffus, et oméga lambda. Et cette relation, c'est la suivante. Alors, il y a ici, j'ai porté en échelle logarithmique oméga lambda, et ici, voilà les fluctuations du fond diffus. Et nous, on se trouve ici, à 10-5. Bon, alors, vous constatez que ici, au-dessus, eh bien, les galaxies ne pourraient pas se former. Pourquoi? Parce que la matière, l'accélération de l'univers, si vous voulez, serait trop rapide et les galaxies seraient évaporées avant de pouvoir s'effondrer sur elles-mêmes et former donc des structures. Bon, alors il se trouve que ceci avait été une prévision de quelqu'un, d'un grand physicien, celui qui a d'ailleurs découvert l'unification de la force électrofaible, si vous voulez, il y a 30 ans, il a eu le prix Nobel d'ailleurs, et il avait prédit que oméga lambda devait être plus petit qu'une certaine valeur, et en fait, sa valeur, elle était à peu près là. Elle était 10 fois plus grande que le oméga lambda qu'on observe maintenant. Bien, alors d'autre part, l'univers, regardez ce qui se passerait si Q était plus grand, si les fluctuations étaient plus grandes. Eh bien, qu'est-ce qui se passerait? La matière s'effondrerait très rapidement sur elle-même, et au lieu de former des galaxies, des étoiles, très rapidement elle formerait tout simplement des trous noirs massifs. Donc la région vivable de l'univers, elle est ici, marquée en pointillé, et nous, nous sommes, pas au milieu, mais nous sommes dedans, en tout cas, heureusement pour nous. Bien. Alors, une question qu'on peut se poser et que les physiciens se posent, c'est pourquoi oméga lambda est si petit? Parce que si c'est une constante qui est due à l'énergie du vide, comme l'a mentionné tout à l'heure monsieur, eh bien, alors je vous explique ce que c'est, l'énergie du vide. C'est les fluctuations quantiques du vide. Il n'y a pas de vide complet. C'est le principe d'incertitude. Il y a toujours, plus on regarde à petite échelle et plus il y a des fluctuations de grande intensité. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a en permanence formation de particules et d'antiparticules virtuelles à partir du rayonnement. Et ça veut dire que le vide a une certaine énergie. Et quand on calcule cette énergie, eh bien, on trouve qu'elle devait être 10 puissance 120 fois plus grande que la constante, que l'accélération, si vous voulez, de l'énergie de cette énergie noire. Donc, pourquoi est-ce si petit? Alors, y a-t-il compensation très exacte avec un autre phénomène? Bon, ben, c'est quelque chose sur lequel les physiciens sont en train de chercher activement en ce moment. Alors, quelles sont les contraintes sur les constantes physiques pour que l'univers soit vivable? Tout à l'heure, je vous ai donné sur les constantes cosmiques, en fait sur 2 constantes cosmologiques. Maintenant, passons aux constantes physiques. Alors, sur les 4 forces, donc il y a 4 forces, et bien là aussi, les contraintes sont très fines, très sérieuses, parce que on a vu que l'univers et les étoiles devaient durer longtemps. Les étoiles doivent durer longtemps si vous voulez que la vie ait temps de s'y développer. Parce qu'apparemment, la vie a quand même eu besoin de plusieurs milliards d'années aussi pour se développer à partir du moment où elle a commencé à apparaître. Enfin, disons que de toute façon, il faut du carbone et que là, déjà, ça veut dire plusieurs milliards d'années. Donc, les étoiles et l'univers doivent durer longtemps, ils doivent être très grands. C'est possible, ceci, parce que le rapport entre la force de gravité et la force électromagnétique est absolument minuscule. C'est 10 puissance moins 36.
C'était d'ailleurs ce qui avait attiré l'attention de Dirac dans les années 30, quand il avait commencé à réfléchir sur ces questions. Qu'est-ce qui se passerait si la gravité était plus forte? Disons qu'elle soit par exemple 100 fois plus forte. Eh bien, la masse des objets qui se forment est proportionnelle à ce facteur à la puissance moins 3,5. C'est-à-dire, la masse des objets serait 1000 fois plus petite. C'est-à-dire que, par exemple, il se formerait des galaxies minuscules, mais quand même très attirées, très attractives. Et dans ces galaxies minuscules, il y aurait des étoiles qui seraient tout le temps en interaction parce que cette attraction très forte se traduirait par des très grandes vitesses. Énergie cinétique égale énergie potentielle pour ceux qui sont au courant de la question. Bon, les orbites planétaires, ça voudrait dire que ces étoiles seraient très perturbées. Donc une planète ne resterait pas à proximité de son étoile pendant longtemps. Les étoiles elles-mêmes, elles auraient une courte durée de vie parce que la pression sur ces étoiles, sur le cœur de ces étoiles serait très grande et la durée de vie est proportionnelle à ce facteur à la puissance moins 1. Donc les durées de vie des étoiles seraient 100 fois plus petites. Donc il n'est pas question qu'il y ait le temps pour l'évolution de la vie. Bon, les planètes seraient minuscules, etc. Si la gravité était faible, par contre, encore plus faible que ce qu'elle est, bon, là, on ne sait pas trop ce qui se passerait. Probablement, les étoiles seraient très grosses, ça c'est sûr, mais on ne sait pas, est-ce qu'il se produirait ou non des réactions thermonucléaires? Il faudrait faire des calculs avec des gravités qui soient plus faibles, et je ne sais pas si je pense qu'il y a des expériences qui ont dû être faites. Bon, alors maintenant, passons à une autre force, la force nucléaire. Forte, si elle était plus grande, de 2%, eh bien, l'hydrogène disparaîtrait en quelques minutes et il n'y aurait pas d'élément plus léger que le fer. Intuitivement, vous pouvez comprendre que si la force nucléaire était forte, les éléments, les particules seraient beaucoup plus attirées les unes vers les autres. Si au contraire elle était plus petite, aucun élément plus lourd que l'hydrogène ne se formerait. Si la force électromagnétique, c'est-à-dire la force qui attire les particules, les électrons vers les particules chargées l'une vers l'autre, eh bien, si elle était plus grande, les électrons repousseraient les atomes, parce qu'ils sont chargés de façon, repousseraient en particulier les particules chargées positivement. Bon, et si au contraire elle était plus petite, ils ne seraient pas maintenus dans leur atome, ils ne maintiendraient pas des atomes ensemble. Donc, dans les deux cas, il ne se formerait pas de molécules. Donc, on voit que... alors maintenant, je continue. Je termine. Sur les constantes physiques fondamentales, il y en a à peu près 25 que j'ai écrits là, auxquelles il faut rajouter les masses des différentes particules. Eh bien, si ces constantes différaient d'une quantité minime de leur valeur réelle, l'univers aurait subi une évolution complètement différente. Par exemple... la formation du deutérium, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais je peux la remontrer, mais je crois que je dois aller plus vite, elle dépend crucialement de la différence des masses entre les neutrons et les protons, puisque en fait, un noyau de deutérium, c'est un proton et un neutron, et or, le deutérium, vous avez vu tout à l'heure qu'il était indispensable à la formation de l'hélium. Donc, vous voyez que tout ça, c'est très subtil, et et donc, on arrive à la conclusion qu'il semble qu'il y ait un certain nombre de coïncidences qui ont fait que la vie a pu se développer dans l'univers. Alors, je reviens sur cette question. S'il n'y avait pas eu un atome de matière en excès sur 1 milliard de couples protons-antiprotons, l'univers contiendrait seulement de la lumière et pas de matière. Ce serait un univers qui serait peut-être très lumineux, mais qui serait très barbant pour nous, puisque je rappelle que les particules et antiparticules interagissent pour donner s'annihilent pour donner du rayonnement. Donc la question qu'on se pose, c'est où est passée l'antimatière, et c'est une question à laquelle pour le moment on ne sait pas encore répondre. Bon, alors, les interprétations. Alors la question, vous voyez, que j'ai amenée donc de façon assez naturelle, j'espère, c'est un ajustement fin. Est-il nécessaire pour que l'univers soit vivable? Alors, je reviens maintenant à une prédiction que Fred Hoyle, un grand astrophysicien, a fait en 1952.
il a constaté que le carbone est synthétisé dans les étoiles par la réaction qui est beryllium plus hélium donne carbone avec un excès d'énergie de 7,4 millions d'électronvolts. Et il a remarqué que cette réaction devait être excessivement lente, bien plus longue que la durée de vie de tout l'univers, par exemple. Donc, il a émis l'hypothèse qu'il devait exister un niveau excité du noyau de carbone qui se trouve à 7,4 millions d'électronvolts. C'est ce qu'on appelle une résonance. C'est-à-dire que le carbone se forme directement sur ce niveau. Vous avez exactement la même chose qui se produit en électromagnétisme. Les atomes ont des niveaux, et s'il y a une raie spectrale, s'il y a un niveau qui se trouve exactement à la longueur d'onde, à l'énergie d'un photon qui arrive dessus, eh bien, la section de choc, en quelque sorte, est très très augmentée par cette résonance. Et cet électron, ce photon, est absorbé beaucoup plus facilement. Bon, alors ce niveau a été immédiatement découvert par l'ami de Hoyle, qui est Willy Fowler, qui a d'ailleurs eu le prix Nobel. Hoyle ne l'a pas eu, lui, parce qu'il avait des idées un petit peu particulières. Et Hoyle a dit, à ce moment-là, à propos de sa prédiction, je le dis parce que ça ne doit pas être très visible, la position de ce niveau signifie que des créatures vivantes comme nous ne peuvent exister que dans une portion de l'univers où cette résonance existe. Bien, c'était... Bon, alors, juste une petite note, ce niveau, il existe parce que on sait maintenant d'ailleurs pourquoi il existe, c'est une question de... c'est parce que les niveaux des énergies, les niveaux nucléaires, dépendent du rapport entre la force électromagnétique et la force nucléaire forte. Et maintenant, on a pu reconstituer pourquoi ce niveau existe. Bon, alors, en 1973, Brandon Carter a défini ce qu'on a appelé le principe anthropique. Alors, Brandon Carter, il est à 3 bureaux de mon bureau, et il travaille depuis 40 ans dans le LUT, justement, dont je fais partie. Et c'est un Britannique d'origine. Donc, il n'avait pas il n'avait pas les hésitations qu'ont les Français ou les Européens peut-être sur cette question-là. Et ce principe anthropique, il l'a énoncé dans un congrès qui était le 500e anniversaire de la naissance de Copernic. Et dans son idée, c'était l'idée que, attention, il faut faire attention, nous sommes là, nous, anthropos, les hommes, et ça veut dire que l'univers que nous voyons, dans lequel nous vivons, est peut-être un peu particulier. Alors, il a proposé 2 principes, le principe anthropique faible, les conditions que nous observons autour de nous sont nécessaires à notre existence, mais nous ne devons pas les généraliser à l'ensemble de l'univers. Bon, alors ça, c'est très simple, on dit même que c'est une tautologie, et puis il a proposé ce qu'il a appelé le principe anthropique fort, les paramètres, j'ai traduit, hein, donc attention, les paramètres caractéristiques de notre univers doivent être tels qu'ils ont permis l'émergence d'observateurs à une certaine étape de son évolution. Bon, alors, le principe fort a été très mal compris, parce qu'il y a une ambiguïté sur le mot « doivent ». Doivent, dans l'esprit de Brandon Carter, et ça je peux le garantir puisque je vous dis, je le vois tous les jours, ça voulait dire que c'était un état de fait. Or, ce mot a été compris comme c'est prédestiné, il y a une volonté qui voulait que l'émergence d'observateurs. Bien. Alors, par ailleurs, ce principe anthropique, il est lui-même d'ailleurs le reconnaît, c'est une très mauvaise appellation. Il aurait mieux valu l'appeler principe de complexité simplement, parce que ça ne veut pas dire que forcément les hommes vont arriver. C'est le principe de la vie est possible. Alors 4 réponses à cette question sont proposées. La première réponse c'est nous n'avons pas à nous poser ce problème. La vie n'a pas de signification profonde. Les dés sont tombés ainsi, et c'est une opinion qui est partagée par, je dirais, la plupart des scientifiques. Deuxième réponse, c'est la réponse spiritualiste. L'univers a été fait pour aboutir à l'homme.
c'est ce qu'on appelle le grand dessin, grand design en anglais. Alors, il y a des cosmologistes rares qui sont pour, mais malheureusement, il se trouve que c'est ceux qui sont connus, comme Tuan, par exemple, qui a écrit plusieurs livres best-sellers, et justement, lui, il est pour le principe, le grand dessin. Par contre, il y a des grands cosmologistes aussi, mais peut-être moins connus du public, comme Martin Rees, Brandon Carter lui-même, et puis Stephen Hawking, par contre, qui lui est connu, qui sont contre ce principe. Le grand dessin, il est largement accepté aux États-Unis, et il a débouché sur une explication scientifique du créationnisme. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui l'ont utilisé pour dire, mais vous voyez, l'univers a donc été créé pour l'homme, et qui ont rejoint, qui disent que, en fait, ça donne l'explication scientifique du créationnisme, et vous savez où mènent les tenants du créationnisme en ce moment aux États-Unis. Alors, en France, cette tendance se manifeste aussi dans quelque chose qu'on appelle l'université interdisciplinaire de Paris, dans laquelle on fait rencontrer des religieux et des scientifiques. Beaucoup de prix Nobel sont là-dedans, hein, et cette société développe des thèses qui sont justement en faveur du grand dessin. Bon, alors, je continue mon énumération. Une troisième réponse, c'est toutes les constantes pourront être expliquées par une théorie fondamentale qu'on appelle la théorie du tout, mais cette théorie du tout, on l'appelle comme ça par dérision, parce qu'en Angleterre, il y avait une série avec une sorte de professeur Tournesol qui faisait la théorie du tout, donc on a introduit ce mot, comme le Big Bang d'ailleurs, qui a été aussi introduit par dérision. Alors là, ça voudrait dire que c'est la nécessité qui gouverne l'univers. Et la quatrième possibilité, c'est que l'univers est infiniment plus grand que ce que nous en voyons. Il est constitué de poches dans lesquelles les constantes ne sont pas les mêmes et nous vivons dans l'une de celles qui ont les bonnes constantes. C'est donc le hasard qui a gouverné notre présence ici. Bien. Alors, si vous avez des réflexions, on en discutera peut-être à la fin. Hein. Alors, je prends l'option 1. L'option 1, ça veut dire ne nous posons pas des problèmes qui sont idiots. Et voilà un dessin humoristique fait par mon beau-fils qui représente cette option. Voilà. Bien. Alors, la deuxième option, je ne la considère pas parce que naturellement, ce n'est pas la mienne. Je regrette s'il y en a dans la salle dont c'est l'option. L'option 3, la nécessité. Alors, c'est une option qui est quand même très spéculative parce que la théorie du tout, elle est encore loin. Alors, elle existera peut-être effectivement. Pour le moment, il y a plutôt quelque chose qui est en train de se développer et de naître, c'est ce qu'on appelle l'émergence. L'émergence, on pourrait résumer par une phrase bien connue qui est « l'ensemble fait plus que la somme de ses parties ». Alors, ça se manifeste par le fait que de nouvelles propriétés émergentes peuvent apparaître suivant l'échelle d'observation. Et les systèmes pourraient se complexifier automatiquement. Par exemple, on peut envisager que les propriétés des atomes ne sont pas déductibles directement des propriétés des particules élémentaires, les propriétés des molécules ne sont pas déductibles de celles des atomes, et la chimie du vivant n'est pas déductible directement, réduite, c'est le réductionnisme, à celle des molécules. Alors, bien sûr, c'est une possibilité, mais pour moi, j'ai l'impression que ça rejoint l'option 1. C'est-à-dire qu'il n'y aurait qu'une seule possibilité, et c'est précisément la nôtre. La différence entre les gens qui sont partisans de l'option 1 et ceux qui sont partisans de l'option 3, c'est que dans l'option 1, ils se disent qu'il ne faut rien faire, tandis que dans l'option 3, eh bien, ils cherchent. Ils cherchent soit la théorie du tout, soit à essayer de trouver des choses qui se rapprochent de l'émergence. Bien. Alors, je rentre maintenant dans l'option 4, qui est celle de ce qu'on appelle maintenant le multivers. Alors, il y a deux théories principales qui s'affrontent actuellement pour résoudre le problème de l'ère de Planck, c'est-à-dire le moment où la gravitation était quantifiée. Alors, la théorie des supercordes et la gravité quantique à boucle. Alors, je
précise juste que les supercordes n'ont rien à voir avec ce qu'on appelait dans le temps les cordes cosmiques. C'est le même mot, mais ça n'a pas du tout le même sens. Alors, ce qui est important de noter, c'est que tout à fait indépendamment du principe anthropique, mais c'est évidemment pour cette raison-là que le principe anthropique a été beaucoup remis au goût du jour depuis une vingtaine d'années, ces deux théories prédisent soit des univers multiples, soit des univers cycliques. Alors, je prends la théorie des supercordes, naturellement, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'en serais bien incapable, c'est une théorie qui tente d'unifier la gravité avec les autres forces. Elle est développée depuis une quarantaine d'années, elle fait appel, ce qui va vous faire sursauter, à 10 ou 11 dimensions. Elle fait appel aussi à ce qu'on appelle des particules supersymétriques, mais ces particules supersymétriques, c'est une théorie plus avancée que celle qu'on appelle la théorie standard des particules actuellement, et elle aurait l'avantage, si ces particules existaient, d'expliquer en particulier la matière noire. Bon, on va revenir là-dessus dans un moment, parce que la matière noire pourrait très bien être faite de particules supersymétriques. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a une multiplicité de solutions dans la théorie des supercordes qui correspondent à des énergies du vide différentes et à différentes possibilités d'enroulement, en quelque sorte, des cordes. Bon, alors, inutile de vous dire que, pour le moment, il n'y a pas de confirmation observationnelle de cette théorie, c'est purement théorique. Mais ce n'est pas de la science-fiction, c'est développé sur des bases mathématiques en particulier qui sont extrêmement sérieuses. Alors, la théorie des cordes se conjugue à ce qu'on appelle l'inflation éternelle, et je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de l'inflation éternelle, pour donner le multivers, ce qui est un univers fini où se créent sans cesse des bulles, chacune a ses lois, ses constantes, la plupart meurent de suite parce qu'elles s'expandent trop vite, et certaines sont vivables, et nous sommes précisément dans une poche vivable de l'univers. Bien, alors je vois que ça soulève des polémiques, on va voir ça tout à l'heure. Alors voilà un petit dessin d'artiste qui représenterait l'univers, le multivers. Alors encore Weinberg, que j'ai déjà cité tout à l'heure, voilà ce qu'il a dit. La théorie des bulles est favorisée par beaucoup de cosmologistes maintenant, et un troisième marche dans une progression historique. Alors moi j'ai corrigé ça, je pense que c'est plutôt une quatrième marche, les trois premières étant, au XVIe siècle, on abandonne le géocentrisme, au XIXe siècle, le Soleil est une étoile parmi des milliards d'autres, au XXe siècle, la Voie lactée est une galaxie parmi des milliards d'autres, 100 milliards, hein, dans l'univers observable, et au XXIe siècle, on envisage que notre univers est un parmi des milliards d'autres. Voilà. Alors maintenant, rapidement sur la gravité quantique à boucle. Alors la gravité quantique à boucle, elle tente de créer une théorie quantique de la gravité, mais sans l'unifier avec les autres forces. Elle est plus récente que les cordes, elle ne fait pas intervenir de dimensions supplémentaires. L'espace a une structure discrète et la gravité devient répulsive à grande densité. C'est ça le point important. Il n'y a pas non plus de confirmation observationnelle. Donc, l'univers, en fait, quand il devient dense, au lieu il rebondit sur lui-même et on déduit donc, comme on a aussi l'impression que quand il devient trop vide, il va se recondenser, eh bien, on débouche sur l'idée d'univers cyclique et nous sommes alors dans un cycle vivable de l'univers. Bien. Alors, résumé de l'option 4, c'est en quelque sorte le principe anthropique faible, on essaye tous les univers et on est jusqu'à ce qu'on trouve le bon. Voilà. Bon, alors, maintenant, je vous ferai remarquer que c'est exactement le même problème avec la Terre, parce que la Terre n'est pas une planète quelconque, nous sommes là parce qu'elle satisfait à certaines conditions. Elle est à la bonne distance du Soleil, donc elle a une température vivable, et on peut constater que c'est à quelques pourcents près comme distance, puisque ni Vénus ni Mars ne sont vivables. Elle est dans la bonne fourchette de masse pour retenir
l'hydrogène et l'eau. Et évidemment, il y a de centaines de milliards de planètes dans la galaxie, donc on peut espérer quand même que certaines soient capables d'avoir ces conditions-là et par conséquent d'avoir développé la vie. Alors vous allez me répondre, bien entendu, que ces planètes, on les observe, tandis que les multivers, on ne les observe pas. Alors, d'accord, je vais d'abord poser la question qui est souvent posée, mais le principe anthropique ne fait pas partie de la science. Il n'est pas dans le domaine scientifique. Or, pour qu'il soit partie de la science, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il soit explicatif. Bon, je crois vous avoir montré qu'il l'est. Il faut qu'il soit simple. Ça, c'est le fameux rasoir d'Occam que les scientifiques aiment beaucoup, c'est-à-dire les entités, je cite directement Guillaume d'Occam, les entités ne doivent pas être multipliées au-delà de ce qui est nécessaire. Bien. Alors, on va me répondre qu'avec les multivers, par exemple, on le multiplie. Mais ce n'est pas vrai parce que souvent, le tout est plus simple à expliquer que les parties. Par exemple, la formation des galaxies, elle est mieux comprise actuellement que la formation des étoiles. La théorie peut être très simple, comme la théorie de Newton, mais les conséquences très compliquées, comme les mouvements des planètes. Bon, alors je ne sais pas si ça vous convainc. Alors, il faut que ça soit une théorie évolutive, bon, ça, évidemment, c'est le cas. Il faut qu'elle soit réfutable. Réfutable au sens du philosophe Popper, c'est-à-dire qu'on puisse inventer, au moins par la pensée, une observation qui la réfute. Bon, alors là, vous allez voir que c'est un peu... c'est le problème, et il faut qu'elle soit basée sur des observations ou capable de prévision observationnelle. Donc on va rentrer maintenant dans ces deux questions-là. J'ai encore 5 minutes. Bon, alors, le principe anthropique est-il réfutable? Bon, clairement, il n'est pas réfutable. Il n'est pas réfutable, mais est-ce qu'il doit l'être? Eh bien, non. C'est aux théories sur lesquelles il est fondé d'être réfutable. Par exemple, il est fondé sur la théorie des cordes, et les cordes pourront être et seront peut-être réfutées très rapidement avec le collisionneur, le grand collisionneur du CERN, si on ne découvre pas dans un futur assez proche des particules supersymétriques. Bien. Alors, d'autre part, peut-on observer les multivers ou les univers cycliques? Vous allez voir que oui, on peut les observer. Mais on peut se poser la question d'abord, si nous, on est capable d'observer notre propre univers. Eh bien, vous allez être étonnés, mais on n'en est pas capable. Parce qu'il y a le problème de ce qu'on appelle les horizons. Bon, alors un horizon technique qui ne nous permet pas d'aller au-delà de ce que nos télescopes sont capables de voir. Mais surtout, il y a l'horizon de la lumière. On n'est pas capable, alors je ne sais pas si vous voyez, non, on ne le voit pas. Bon, on n'est pas capable d'observer ce qui s'est passé au-delà du temps que la lumière a mis à nous parvenir depuis la naissance de l'univers, c'est-à-dire au-delà de 13,7 milliards d'années-lumière. Bon, mais qu'est-ce qui se passe quand on observe un objet qui est placé, dit-on, à 13 milliards d'années-lumière? On l'observe tel qu'il était il y a 13 milliards d'années, c'est-à-dire 700 millions d'années après le Big Bang, mais maintenant, il se trouve à 30 milliards d'années-lumière, par là, dans une partie qui n'est pas du tout observable. On sait qu'il existe, mais on ne peut pas l'observer. Et ça sera bien pire dans l'avenir. Pourquoi? Parce que l'univers est accéléré, donc l'horizon, notre horizon ici, eh bien, les galaxies vont en sortir de cet horizon. Et dans quelques milliards d'années, disons une dizaine, une vingtaine de milliards d'années, on observera toutes les galaxies autour de nous seront allées dans un univers non observable à cause de l'accélération. On observera une seule galaxie qui sera la nôtre fusionnée avec celle d'Andromède. Parce que dans 4 milliards d'années, notre galaxie va fusionner avec celle d'Andromède, ce qui sera d'ailleurs assez dramatique pour les étoiles qui vont subir pas mal de perturbations. Bon, donc notre horizon, l'horizon de quelqu'un qui vivrait dans 4 milliards d'années sera vraiment très limité. Et pour avoir des idées de la cosmologie, il faudra qu'il développe beaucoup d'intelligence. Bien, alors, contrairement à ça, eh bien, là, on peut voir la signature de collision de Bosch d'univers. Elle sera observable dans le CMB. Alors déjà, il y a des gens qui ont analysé avec beaucoup de soin à très grande échelle, et c'est assez difficile,
les fluctuations du CNB et ils ont trouvé qu'il y avait 15 espèces de grandes poches qui pourraient être dues à des collisions d'univers. Bon, alors naturellement, c'est pas du tout sûr que ce soit dû à ça, c'est même à confirmer aussi du point de vue de l'analyse purement des données, mais on va avoir d'ici un an un autre satellite qui va donner ses résultats sur le plan sur le rayonnement cosmologique, c'est le satellite Planck qui donne déjà des très beaux résultats, dans lequel d'ailleurs les Français sont fortement impliqués. Et on espère qu'avec ce satellite, peut-être qu'on pourra aller plus loin dans ce domaine-là, mais de toute façon, c'est une chose envisageable. Alors, autre chose, on pourrait observer, alors c'est vraiment illisible, on pourrait observer dans le CMB les effets d'un univers cyclique grâce aux ondes gravitationnelles. Alors les ondes gravitationnelles, ce sont des ondes qui sont émises, de même que les ondes électromagnétiques sont émises par des charges en mouvement, des charges électriques en mouvement, les ondes gravitationnelles sont émises par des masses en mouvement. Et ça, c'est exactement comme des ondes. Et voilà ce qui se passerait s'il y avait eu un pré-Big Bang et que dans cet univers qui nous a précédés, il y avait eu un événement comme par exemple la formation d'un trou noir supermassif, il y aurait eu des ondes gravitationnelles qui auraient été émises. C'est un deuxième événement qui peut se produire dans le même trou noir, par exemple supermassif, nous envoie des cercles concentriques qui vont traverser la période de l'univers primordial et qui vont arriver sur la surface de dernière diffusion, c'est-à-dire sur notre corps noir cosmologique, et on pourra les apercevoir. Alors, il y a déjà des gens qui ont affirmé les avoir aperçus, mais c'était une mauvaise analyse des données. Mais on peut quand même espérer que là aussi, on aura une réponse. On pourra tester l'inflation, et là, c'est grâce à les ondes gravitationnelles vont créer une polarisation du corps noir qui permettra de mesurer l'énergie à la fin de l'inflation. Et on espère que la mission Planck sera capable de le faire. Et en tout cas, on met aussi des instruments. Alors voilà la polarisation mesurée par WMAP. Vous voyez, c'est des petits vecteurs de polarisation. Et ici, par un télescope qui est installé au pôle sud et qui est destiné spécifiquement à mesurer cette polarisation. Bref, et puis il y aura naturellement l'observation directe des ondes gravitationnelles qui est déjà entamée au sol avec 2 observatoires qui sont comme celui-là qui est Virgo en Italie, entre la France, fabriqué par la France et l'Italie, et un observatoire spatial qu'on espère voir voler dans une vingtaine, trentaine d'années s'il y a assez d'argent pour le faire voler. Donc voilà. Donc alors là, j'ai pas le temps de rentrer là-dedans. Le hasard et la nécessité, c'est une suggestion de quelqu'un très amusante, mais je vais passer dessus pour arriver à ma conclusion. La conclusion, elle est très simple. Devons-nous nous poser ces questions? Alors, pour répondre à cette question, il est peut-être bon de se rappeler ce qu'un grand physicien, Lord Kelvin, a dit à la fin du XIXe siècle. Il ne reste plus rien à découvrir en physique maintenant. Tout ce qui reste à faire sont des mesures de plus en plus précises. Bon, alors, heureusement, il a dit autre chose. Il a dit, la science est tenue à faire face sans frayeur, j'ai traduit un peu approximativement, à chaque problème qui se présente sur sa route. Bon, alors on a vu qu'il y en avait quelques-uns qui se présentaient, donc il faut absolument essayer de les résoudre. Voilà. Attendez, je m'excuse, donc c'est effectivement la fin, mais je voudrais quand même vous montrer quelques repères pour en savoir plus, et je me permets de faire remarquer un livre qui va sortir sous ma signature et celle de ma collègue philosophe Christiane Villain, Dialogue sur le système du monde, et qui parlera de ça. Voilà. Merci. Vous m'entendez là? Oui. Merci beaucoup, Suzy Collin. Bon, je suppose que vous avez plein de questions. Alors, on a un peu de temps pour les questions, donc n'hésitez pas, levez le bras. Moi j'ai juste une question préliminaire qui n'est pas cosmologique. Mais, vous êtes dans votre dessin tout à l'heure de l'évolution du monde.
vous avez mis le CMB, puis formation des étoiles, et ensuite formation des galaxies. On est sûr de ça? Les étoiles sont venues avant les galaxies? Non, on n'est pas sûr. Ah, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Mais en fait, quand même, on pense qu'il y a une... Non, on pense logiquement, enfin c'est de la théorie, hein, que des étoiles massives se sont formées avant que les galaxies se formaient. On ne sait pas par quoi ça a commencé. C'est peut-être même les trous noirs qui se sont formés les premiers. Ah, voilà. Bon, les questions. Alors, levez le bras. Ah ben, vous aviez plein de questions tout à l'heure, voilà. Oui, c'est encore une question un peu de détail. C'est dans l'image du CMB. Dans l'image du CMB qu'on voit souvent et que vous avez rediffusé, là, il y a quand même des tâches de sous-température qui semblent à de très grandes échelles. Hein. Enfin, de grandes échelles. À très grandes échelles. Hein, des grandes tâches face à oui. Alors, est-ce que c'est bien confirmé que c'est l'effet d'un champ aléatoire complètement au hasard, ou bien y a-t-il une modulation à cette échelle-là? Alors, c'est très discuté en ce moment. Je ne sais pas, David, toi, tu sais peut-être mieux ça que moi. Hein. Je crois qu'on discute encore pour savoir si, en particulier, la grosse tâche centrale, elle n'a pas une signification particulière sur le mouvement du CMB. Tu sais ça? Ah, c'est ce qui est devant. D'accord. C'est donc ce qui est devant qui le créerait. Parce qu'il faut vous dire que tout ça, ça nécessite, et c'est pour ça que le satellite Planck n'a pas encore donné ses résultats concernant le CMB, ça nécessite des dépouillements effroyablement difficiles, parce qu'on a tout l'avant-plan de notre galaxie qui est devant et qu'il faut enlever. Ce n'est pas une rétention d'informations pour Planck? Non, parce qu'il ne voudrait pas donner des informations qui sont fausses. Oui, d'accord. Bon. Ils ne veulent pas faire comme les neutrinos. D'accord, bien répondu. D'autres questions? Oui, là-bas. Qu'est-ce qu'on attend vraiment de Planck? C'est en plus de l'amélioration de la carte du ciel du CMB, c'est quoi? C'est la polarisation? De la polarisation, là aussi, David, tu travailles sur Planck, non? Ouais. Non, tu ne travailles pas sur Planck. Bon, alors, je crois qu'on attend de la polarisation, je crois qu'on attend justement de la résolution plus fine et que WMAP, et qu'on espère répondre à des questions, par exemple, on espère cerner beaucoup plus par exemple l'univers, la platitude, la courbure de l'univers, mais je ne peux pas vraiment vous répondre parce que c'est sous embargo, on ne sait pas vraiment ce qu'ils cherchent en ce moment. Hein. Et ils ont annoncé qu'ils avaient des tas de choses intéressantes qui allaient sans doute venir. D'abord, je vous félicite pour cet exposé qui m'intéresse beaucoup, bien sûr. Vous n'avez pas parlé beaucoup, quand même, en gravitation quantique, des conséquences de l'expérience d'Alain Aspect. Parce que je pense que c'est quelque chose qui peut révolutionner complètement les notions de modèles. Tous les autres modèles sont des modèles, ils ont en 4 dimensions classiques, espace-temps, énergie, matière. Ce qu'a amené l'expérience d'Alain Aspect sort de ce domaine, je pense que ça peut révolutionner. Et vous n'avez pas parlé. En particulier, la théorie des cordes pourrait sauter à cause de ça. Elle pourrait sauter? Ah bon. Écoutez, à cause de ça, oui. Ah bon. Écoutez, moi, de l'expérience d'Aspect, je croyais que c'était surtout une espèce de... comment dire, de fait que l'univers communique à grande échelle. Je ne sais pas, la théorie des cordes, j'en ai lu des articles de vulgarisation, je suis moi-même pas du tout dans le sujet, donc je ne peux pas vous répondre là-dessus. Je suis désolée. Je ne sais pas. Et vous-même, vous pensez multivers ou pas multivers? Moi, j'ai donné un petit peu mon avis. Oui. Hein, alors, je dois vous dire que dans le livre que nous avons écrit avec Christiane Villain, c'est un dialogue et elle n'est pas du tout d'accord avec moi parce qu'elle est pour l'option 1, c'est-à-dire nous sommes ici et il ne faut pas se poser plus de questions.
Donc c'est un peu une bagarre entre nous, mais moi, personnellement, je préfère les multivers. Alors j'ai une autre question. Que peut-on répondre aujourd'hui, dans l'état actuel de la science, à un enfant qui demanderait si l'univers est fini ou infini? Où en est-on? Quelle serait la réponse actuelle, la meilleure au vu des connaissances et des théories? Bah, écoutez, je vais vraiment vous répondre, on ne sait pas, hein. On est à 1 plus ou moins 0,1. Plus ou moins 0,01. Oui, mais ça joue sur l'infinité de l'univers, Oui, ou pas? bien sûr, absolument. Pourquoi? Mais parce que c'est la courbure de l'univers, ça. Ah. Ça revient à la courbure de l'univers, la courbure spatiale de l'univers. Donc, si c'est 0, s'il est 1, il est infini. Mais s'il est 1,01, il n'est pas infini, il est courbé. Il ne peut pas être courbé et infini. Courbé et infini, oui, si vous voulez aller comme ça, comme la surface d'un ballon, on a l'habitude de donner cette... c'est-à-dire sans bord, effectivement. Donc l'univers à longue échelle ne se retrouve pas quand Vous avez un spécialiste de cosmologie? Non. Si, si. Dans le micro, bien sûr. Il est allumé. Il est allumé. Oui. Non, parce que comme dit la dame, le fait de mettre 1 dans les équations théoriques veut dire que l'univers répond à une géométrie euclidienne, et donc l'univers ne se courbe pas et n'est pas incurvé. Donc en fait, ça veut dire qu'il est infini par le fait qu'il ne se courbe pas à longue distance, et donc on peut considérer qu'il est infini, il va vers l'infini. Si un univers était court par, mettons, 1,1, il y aurait une courbe de l'univers qui ferait que l'univers ne serait pas infini, il tend à se courber à longue échelle. Donc on ne peut pas imaginer un univers plat, euclidien, mais fini. Non, ça je crois pas. Non. Oui, merci. C'est un très bel exposé. Ça, il y a une analogie qui me surprend. Il y a une analogie qui me surprend toujours. C'est que finalement, quand une étoile de type supernova implose, il y a une partie explosive, implose et fait un trou noir, c'est exactement l'inverse de ce qui se passe dans l'univers. C'est-à-dire que l'univers part d'une densité très grande, infinie, de taille zéro, et puis après ça, il occupe tout son volume. Oui. Et l'étoile, quand elle implose, elle finira par une singularité centrale qui ressemble terriblement à celle de l'univers. Donc, imaginez qu'un univers qui a commencé avec une taille zéro, une densité infinie, n'a pas au moins un rayon de Schwarzschild potentiel, c'est nier la relativité générale pour moi. C'est la nier. Les deux phénomènes sont symétriques, et donc l'univers, si jamais on admet l'hypothèse du Big Bang, ne peut avoir au moins qu'un rayon de Schwarzschild potentiel qui s'est développé avec son expansion. Donc, il ne peut pas le dépasser, autrement on nie la relativité. Donc j'ai l'impression que là, il y a une espèce de réflexion sur l'infini. Bon, premièrement, je crois que je vous ai montré que les gens ne pensent plus maintenant qu'il y a un Big Bang du tout. Soit il y a une inflation éternelle, là, infinie, soit dans l'hypothèse de la gravité à boucle, qui est peut-être celle qui va rester, l'univers ne peut pas avoir une singularité. Dès qu'il approche de la singularité, il s'épand. Et ce que je ne vais pas raconter tout à l'heure, dans mon exposé, c'était justement que les trous noirs, il y a quelqu'un qui a fait maintenant l'analogie avec l'univers, en disant qu'à l'intérieur d'un trou noir, il se passe exactement ce qui se passe au moment du Big Bang, enfin, il n'y a pas de Big Bang, c'est-à-dire que la matière se condense, à un moment, elle devient répulsive, et il se crée un deuxième univers à l'intérieur. Alors ça, c'est très spéculatif, mais comme on ne sait pas ce qui se passe du tout dans un trou noir,
on ne sait pas ce que devient la matière, c'est le même problème exactement que pour l'univers primordial. Si on résout la gravité quantique, ça sera à appliquer aussi à l'univers, à l'intérieur d'un trou noir, il y aura aussi rebond. Oui, le rebond, il est évident. C'est évident. Non, mais attendez, c'est une vue anthropomorphique, vous l'admettrez. C'est d'admettre qu'on est au premier Big Bang. C'est pratiquement ridicule. On en est au 10 puissance 127e. Big Bang. Oui. Croire qu'on est au premier Big Bang, c'est anthropomorphique. Bon, il y a encore une question là. Bon, le cœur de votre exposé, c'est quand même la discussion sur le principe anthropique. Je m'attendais d'ailleurs à ce qu'il y ait beaucoup de questions et de débats là-dessus, parce que, bon, par exemple, moi j'ai lu le bouquin de George Stone, qui fait partie de l'UIP, etc. Et ça, personnellement, c'est énervé, hein, philosophiquement, mais quand même, il y a c'est des questions qui se posent, effectivement. Alors, je n'ai pas très bien compris dans votre exposé le problème de la réfutabilité du principe anthropique. Vous avez énoncé donc ce principe anthropique, et comment peut-on ou pas le réfuter, dans quel sens il est explicatif. Par exemple, vous avez dit le principe anthropique, il est explicatif. Je ne vois pas très bien en quoi il peut être explicatif. Voilà. Parce qu'il explique pourquoi les quantités, les constantes, ont les valeurs qu'elles ont. C'est tout. C'est parce que il s'est trouvé des tas d'univers dans lesquels elles n'avaient pas les bonnes valeurs, et nous sommes dans un univers où elles ont les bonnes valeurs. C'est en ça qu'il est explicatif. Ou un cyclique, il est cyclique, et à un moment, les constantes de la physique changent d'un cycle à l'autre, et nous sommes il y a les bonnes. En quoi un fait, le fait que nous existons, peut expliquer les conditions, peut expliquer, le mot expliquer est fort, c'est une relation de causalité. En quoi le fait que nous existons peut expliquer en tant que relation de causalité les constantes qui sont à la base, les valeurs des constantes qui sont à la base de notre existence. C'est cette boucle. D'accord, d'accord. Vous avez raison, hein. Il ne faut pas l'utiliser comme une causalité. J'ai peut-être eu tort de dire que c'était explicatif. J'ai peut-être eu tort de dire ça. De toute façon, le principe anthropique n'est pas une théorie physique à proprement parler, c'est un principe. Il se base sur il se fonde sur des théories, et c'est ces théories-là qui doivent être scientifiques et être réfutables, explicabilité, rasoir d'Occam, etc., etc. Oui, je voudrais poser une question qui concerne l'univers vivable ou non vivable. C'est-à-dire que vous avez soumis la vivabilité de l'univers à la formation du carbone, si j'ai bien suivi. Ou d'un autre élément. Ou d'un autre élément. Alors, on peut faire un parallèle avec des recherches qui sont faites de la vie à travers l'univers en recherchant l'eau. C'est un petit peu le même principe. Est-ce que ce n'est pas une projection de la vie humaine? C'est-à-dire que tout ce que vous avez dit, je suis admiratif devant tout ce que vous exposez, mais d'un autre côté, on peut se poser la question de dire est-ce que ce n'est pas dans un contexte de vie humaine? Et deuxièmement, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une vie qui serait basée sur d'autres éléments, comme le carbone, que l'eau? Et donc, sachant, je fais une parenthèse, sachant que nous vivons dans un univers qui comporte une frange très limitée de la réalité. Si on regarde les radiations, si on regarde les fréquences, on perçoit la lumière, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres réalités que nous ne percevons pas? Et donc tout ça m'amène à poser la question, est-ce qu'il ne pourrait pas exister des formes de vie qui ne seraient pas basées sur les éléments qui ont abouti à notre univers, à notre vie d'homme? Et à ce moment-là, comment est-ce qu'il y a des preuves que ces formes de vie n'existent pas? Bon, alors c'est effectivement la question qui rejoint ce qu'on j'ai appelé l'option 1.
c'est-à-dire les gens disent la vie. Bon, d'abord, dans ce que vous avez dit tout à l'heure, le carbone, moi j'ai parlé du carbone, mais ça pourrait être le silicium, n'importe quoi, hein. Ça n'a pas d'importance, il faut que ce soit un élément qui puisse permettre de faire des molécules qui elles-mêmes soient complexes, etc. Ce que ne peut pas faire l'hélium et l'hydrogène, qui eux ont vécu jusqu'à, c'était les seuls éléments jusqu'à 1 milliard d'années, grosso modo. C'est simplement ça que je voulais dire. Maintenant, qu'il existe des formes possibles de vie qui soient totalement différentes de la nôtre, c'est possible, j'en sais rien du tout, et c'est un petit peu l'option 1, c'est-à-dire que les gens qui refusent de se poser le principe anthropique disent, ben, nous, la vie, absolument, c'est un phénomène parmi d'autres possibles, on aurait pu être totalement différent, et donc on n'a pas à se poser la question dans un univers incroyablement plus petit ou incroyablement plus grand, avec des constantes complètement différentes, avec des forces complètement différentes. Peut-être qu'il y a des formes de vie qui peuvent exister aussi. La vie n'étant caractérisée pour moi que par cette reproductibilité qui permet quand même le développement. Sinon, c'est pas de la vie. Dans l'exemple du multivers, vous dites qu'il y a une bulle. À l'intérieur de cette bulle, si elle est vivable, c'est que les constantes font qu'elle est vivable. Mais à part les constantes, est-ce que la notion de loi de physique, est-ce que dans ces bulles, toutes ces bulles ont les mêmes lois? Est-ce que ces lois sont toujours les mêmes? Si je prends la formule F égale KMM' sur D2, le K peut avoir une valeur dans une bulle et une autre valeur dans une autre bulle, mais est-ce que cette loi existerait bien dans toutes les bulles ou qu'est-ce qu'on sait sur ces lois de la physique? Ça, c'est un problème encore plus profond, effectivement. Il y a des gens qui disent qu'effectivement, dans ces bulles, non seulement les constantes, mais aussi les lois pourraient être différentes. Bon, alors, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, parce que je ne suis pas du tout capable de le faire. Moi, je pense que la chose la plus simple, parce que ces constantes, on sait qu'elles se fabriquent, par exemple au moment des brisures de symétrie, etc. Donc, que les constantes soient différentes dans une autre portion d'univers, c'est envisageable. D'ailleurs, il y a déjà une constante dont on a l'impression, c'est la constante qu'on appelle constante de structure fine, qu'elle a un peu varié sur 10 milliards d'années-lumière. Elle semble avoir changé de 100 millième. Bon, j'ai envisagé que la variation des constantes, parce que après, bon, ça devient vraiment de la philosophie, et ça, je suis pas capable de le faire. Une dernière question. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, que pour le cas où le satellite Planck confirmerait que l'univers est plat, est-ce que ce résultat-là ferait mourir complètement la théorie de la gravité à boucle, étant donné que dans un univers plat, il ne peut pas y avoir de Big Crunch et de rebond après la concentration de matière. Donc, est-ce que ce résultat obligerait à ne plus penser à la théorie de la gravité à boucle? Bon, d'abord, je ne pense pas que le satellite Planck pourra répondre à cette question, parce qu'au pire, ce qu'il fera, c'est qu'au lieu de définir le oméga à 1% près, il le définira peut-être à quelques fractions de pourcent près, encore plus petites, mais il ne pourra toujours pas répondre à la question de savoir s'il est strictement 1 ou non. Et puis, pour la question de la relation avec la gravité quantique à boucle, je ne vois pas très bien, parce que la courbure de l'univers n'a a priori pas de relation. L'univers bouge, s'épand ou se contracte en fonction en particulier de l'énergie noire, et je ne pense pas que le fait de trouver qu'il est plat géométriquement pour les 3 dimensions d'espace ait une importance pour la gravité à boucle. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Bon, ok. Une dernière question, là. Hein. Tout à l'heure, vous avez parlé de hasard ou nécessité.
mais là, le principe anthropomorphique, mais quand même, je veux dire, il faut quand même pas se prendre... Oui, il faut pas quand même se prendre trop au sérieux, parce que vous avez dit, les galaxies vont s'éloigner, et dans 4 milliards d'années, elles seront tellement loin qu'on verra plus loin. J'ai dit bon, une dizaine. Oui. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans 4 milliards d'années, plus un être humain sera là pour le voir. On sait très bien que le Soleil ayant une durée limitée de combustion, il n'y aura plus de Terre. Non, mais il n'y aura plus de Terre, mais il y aura peut-être, si on trouve qu'il y a de la vie sur d'autres planètes, dans d'autres coins de la galaxie. Mais alors, alors, je vous remercie parce que votre cours votre exposé est très intéressant. Ce que je pense malgré tout, c'est que l'aboutissement de l'homme, l'aboutissement vers l'homme n'est pas une fin en soi, puisque l'homme n'est sûrement qu'une étape dans l'univers, dans la construction de l'univers. Et je pense quand même que, quand bien même quelqu'un pourrait connaître parfaitement tout, il faut savoir que comprendre, c'est unifier. Et puis, tout ce que vous expliquez, je veux dire, tout ce que vous expliquez, c'est votre métier, et vous êtes là pour donner au quotidien du rêve, parce qu'en fait vous êtes comme des artistes, en fait les équations mathématiques c'est votre pinceau et la toile, mais il faut bien reconnaître quand même qu'aujourd'hui on ne comprend pas grand chose, puisqu'il n'y a pas de lien établi, il n'y a pas d'unification entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, et tout ceci c'est basé sur des formalismes mathématiques qu'on n'arrive pas à joindre l'un avec l'autre. Et donc, on pourra toujours imaginer, penser, mais quand bien même le LHC trouverait des choses extraordinaires sur le boson de Higgs, quand bien même on n'aura pas répondu à la question que vous posez du hasard de la nécessité. Parce que là, je veux dire, c'est en soi, chacun peut penser en lui-même ce que la nature a décidé. C'est-à-dire, est-ce que, alors là, vous en parlerez certainement, soit il y a un déterminisme donné, c'est-à-dire que la nature essaye progressivement de faire quelque chose, elle bâtit, elle construit, elle s'essaye, l'homme un jour n'existera plus, mais l'univers avancera, et donc là c'est quelque chose de difficile à répondre. On est dans une question purement philosophique, mais je pense qu'il faut rêver et pouvoir... On arrête. Franchement, c'est intéressant. Elle donne quand même, dans son exposé. Non, mais je ne veux pas répondre parce que ce que je veux dire seulement, c'est que dans cet exposé, ce que j'ai essayé, c'était de montrer quel était un débat qui avait lieu en ce moment, qui est très très dur parfois parce que si vous regardez certains blogs de physiciens comme Smolin et comme Susskind s'envoient des injures épouvantables à la figure. Donc c'est simplement pour vous faire sentir l'odeur de ce que je sens moi aussi, parce que je ne suis pas dedans, mais seulement j'ai lu pas mal d'articles, j'ai lu des bouquins, et je vois que c'est un sujet qui est terriblement excitant, et je dois dire que personnellement, et c'est pour ça que je me suis donné la permission d'en parler, ça fait 30 ans que je m'y intéresse. Ok, ben je crois qu'on peut remercier Nicolas. Comme d'habitude, vous trouverez le compte-rendu dans quelques jours sur le site, ainsi que sa conférence, qui a le plaisir de nous donner. Je vous attends le 9 mai avec Daniel Kuhn, qui nous parlera d'un sujet polémique sur l'astrologie. Pour une fois, on en fait un tous les 10 ans. Bonne soirée.